Et donc voilà, nous allons écouter à présent notre keynote speaker, Angélica Pontuga, autour du thème « Pourquoi et comment investir dans la petite enfance ?» Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci. Your Excellency, Mr. Head of Government, Honorable Ministers, Walis and Governors, Parliament representatives, Presidents of regional councils and local authorities, Secretary General and Headquarters Directors, public institution directors, representatives of civil society, academia, and of the private sector, representatives of development partners, national and international experts, and honorable audience. It's a real pleasure and an honor to be here today. I believe I'm here today for two main reasons. The first reason is to continue to inspire you, because I truly believe that today's conference marks a landmark. La conférence d'aujourd'hui est un moment important dans l'histoire de ce pays. La façon dont je le vois, c'est que tout le monde présent dans cet auditoire aujourd'hui réaffirme leur engagement envers toutes les familles et tous les enfants de ce pays. Il y a 15 ans de ça, j'étais moi-même inspirée. Je travaillais en tant que biologiste et je pensais dans un laboratoire de psychologie. Et donc, je pensais comment la science pouvait impacter l'humanité. Et quand j'ai commencé à travailler sur le développement de la petite enfance, et donc j'ai quitté le laboratoire où je travaillais et je suis allée travailler pour identifier comment les sciences et les politiques pouvaient vraiment faire une différence dans la vie des enfants. Ce n'était pas un départ facile, mais je n'ai jamais regardé à l'arrière. Chaque jour, je suis de plus en plus convaincue que le travail sur la petite enfance est peut-être la chose la plus importante, problème le plus important de notre temps. La deuxième raison pour laquelle je suis parmi vous aujourd'hui, c'est essayer de présenter un certain nombre de concepts, de langages et de concepts sur le développement de la petite enfance et qu'est-ce qui est important pour les enfants, comment nous pouvons promouvoir ce qui est important pour les enfants, quel que soit l'endroit où cet enfant est né. Donc, je vais essayer de travailler sur certains concepts évidemment, que mes collègues vont élaborer dans le courant de la journée et avec la contribution de vous, l'auditoire de cette réunion. Donc voilà, pour savoir vraiment ce qu'est le développement de la petite enfance, je voudrais vous présenter cet diagramme pour vous dire exactement ce qu'est le développement de la petite enfance et je voudrais regarder ensemble avec vous. Donc, le CD est en multidimensionnel. Le CD intervient à plusieurs étapes et est connecté. Voilà, je vais expliquer chacun de ces concepts. Donc, commencement, le développement multidimensionnel. Donc, évidemment, au centre de le CD, c'est l'enfant, évidemment. Nous savons qu'un enfant n'existe pas dans le vide. Un enfant est connecté à sa communauté, aux gens qui lui procurent des soins et à la communauté d'une manière générale. Cette communauté, à son tour, est déterminée par la structure des bâtiments. Donc, la façon dont les villes sont construites, donc il y a l'accès physique aux services et la sécurité et la sûreté des enfants. Donc, l'enfant, la communauté et l'environnement est déterminé également par
environnement naturel. Nous avons ici l'impact de l'environnement, les toxines qui déterminent comment nous allons tous évoluer et comment les enfants. Donc, c'est ce qu'on appelle cette dimension multidimensionnelle. Et ECD implique tout ça. Donc, ces dimensions sont interconnectées, comme vous le voyez, parce que justement, les actions de chacune de ces dimensions va impliquer nécessairement un impact sur les autres aspects. Donc, un autre concept, c'est la multiplicité des étapes. Donc, les enfants changent toutes les minutes. Ils changent encore plus vite maintenant que dans d'autres étapes de leur vie. Donc, je voudrais introduire cette idée d'une perspective de la vie de l'enfant. Donc, je voudrais partager avec vous aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va nous aider à comprendre le développement de l'enfant. Le développement de l'enfant commence même avant la conception de l'enfant, avant que l'enfant soit conçu. Donc, quand on parle du développement de l'enfant, ça commence par le bien-être de la maman et du père. Donc, ECD va passer justement à la phase de la grossesse et puis la période qui suit immédiatement la naissance et puis les années critiques de la vie, les premiers âges. Et donc, ensuite, quand l'enfant commence à marcher et jusqu'aux premières années de la vie d'un enfant. Dans certains pays, ça va aller jusqu'à l'âge de 9 ans. Mais généralement, on commence, c'est là l'âge à laquelle on va à l'école primaire, généralement. Donc, pourquoi on va passer autant de temps là-dessus, sur le CD? C'est parce que justement, ceci va expliquer pourquoi nous sommes tous ici, pourquoi les scientifiques, pourquoi les politiques, pourquoi les décideurs, pourquoi les économistes, les enseignants, les parents, les soignants sont impliqués là-dedans parce que toutes nos actions vont impacter l'enfant. Elles sont toutes interconnectées et ils vont impacter la trajectoire de vie de cet enfant. Donc, c'est pour ça que nous devons travailler ensemble et c'est pour ça que nous sommes tous là. Donc, le deuxième cadre, en 2018, la Banque mondiale, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé ont mis ce cadre en place. Donc, c'est ce cadre qui décrit systématiquement les stratégies pour lesquelles nous avons assuré la survie de l'enfant et aussi leur développement. Donc, on va se concentrer sur les 3 premières années de la vie. Nous savons que ces 3 années sont très importantes pour le reste de la vie des enfants. Donc, ces stratégies pour ces premières années de l'enfant sont la sécurité et la sûreté, les opportunités d'apprentissage, la santé, la nutrition et un soin réactif par rapport à l'enfant. Donc voilà, ça c'est notre plan pour les discussions que nous allons avoir. Nous allons regarder ici, c'est notre feuille de route. Donc nous allons regarder un peu le cours de vie de l'enfant, nous allons voir comment ça, les stratégies et les services qui sont interconnectés, et comment il y a une interinfluence entre ces différentes étapes. Donc, évidemment, il y a un problème de coordination et l'intégration des services devient une problématique très importante. Donc, j'ai ici un défi très, très important qui consiste à partager avec lui plus de 30 années de recherche. Et donc, je pense que la meilleure façon pour moi d'essayer de faire ceci, c'est en racontant 2 histoires. La première histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire assez triste, difficile à raconter et difficile à entendre également. Anna, donc voilà un caractère fictif qui a 18 ans, intelligente, motivée, elle vraiment se développer et s'épanouir. Mais malheureusement, elle est affectée par 2 facteurs de risque qui sont prévalents et qui sont disproportionnés, qui impactent les femmes de manière disproportionnée. Donc voilà, les 2 facteurs sont la pauvreté et le stress toxique. Parce que Anna est pauvre, donc elle a plus de chances d'avoir des problèmes, à avoir accès à certaines choses comme les services de santé publique, de santé mentale, l'éducation et d'autres services comme de protection. Elle est également, en comparaison avec d'autres camarades de son âge, plus vulnérable et elle est plus exposée aux toxines environnementales et l'impact des changements climatiques. Donc, un des résultats de cette exposition, c'est qu'elle a moins de chances de finir ses études secondaires par rapport à d'autres enfants. Elle est également impactée par ce qu'on appelle le stress toxique. C'est un terme qui est utilisé pour décrire
une exposition prolongée à des facteurs tels que l'abus, la violence et la dépression. Donc, la pauvreté et le stress toxique, malheureusement, généralement, conjuguent leurs effets. Donc, un des résultats possibles, c'est qu'elle a des chances de souffrir de dépression et que la dépression va la mener à avoir d'autres problèmes de santé mentale et des problèmes physiques également pendant sa vie. Et elle a plus de chances également de ne pas avoir d'emploi, de ne pas avoir de travail parce qu'elle n'a pas fini ses études secondaires, parce que les choses sont interconnectées. Et donc, elle aura moins de chances de trouver un emploi. Donc, vous allez vous dire, peut-être, bon, elle est jeune, elle devrait surmonter tout ça, elle devrait surmonter ses difficultés, mais en fait, ce n'est pas si facile que ça. D'abord, nous devons nous rendre compte que ça, c'est la réalité de 500 millions de jeunes à travers le monde. C'est une estimation que nous avons. Il y a 500 millions d'enfants qui n'auront pas cette occasion d'avoir l'emploi. C'est un défi qui n'est pas facile de relever parce que nous savons tous que le développement continue, le cerveau continue à se développer pendant l'adolescence. Donc, quand on regarde le développement du cerveau, donc, imaginez une maison qui s'ouvre et qui se ferme, c'est des fenêtres. Donc, quand ces fenêtres sont ouvertes, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer, des bonnes et des mauvaises choses également. Donc, voilà des vêtements, des ouvertures d'opportunités. Et donc, pendant la petite enfance, les fenêtres sont vraiment grandes ouvertes et plus tard, elles vont se refermer et s'ouvrir moins souvent. Donc, voilà. Donc, elles se referment, elles vont se réouvrir à l'adolescence. Et donc, l'adolescence est également une période très sensible. Et une de ces fenêtres qui s'ouvrent, c'est ce qui va donner le développement des fonctions exécutives. Donc, c'est notre habilité à avoir du self-control, le contrôle de soi, d'inhiber nos impulsions, d'accomplir des tâches et pour ne pas s'engager dans des comportements à risque. Et nous savons que souvent, les adolescents, justement, s'engagent dans ces comportements à risque. Donc, Anna a toutes ces espèces de stress pendant que son cerveau est en train de se développer et donc ça constitue un risque majeur pour elle. Donc, ceci va en partie la mener à tomber enceinte, une grossesse pas programmée, elle n'a pas de partenaire. Et donc, elle continue avec sa grossesse. Et malheureusement, pendant sa grossesse, elle n'a pas d'accès à la santé préventive. Et nous savons qu'il n'y a que 62% des femmes à travers le monde qui ont justement reçoivent les visites prénatales qui sont normalement obligatoires. Et donc, du tout, c'est son bébé qui a exposé à des risques. Il peut y avoir une grossesse qui ne met pas une naissance avant terme. Et elle a aussi des besoins nutritionnels. Et donc, voilà, elle va avoir des déficiences nutritionnelles. Et donc, du coup, elle va avoir un manque de fer et donc une anémie. Et donc, en mettant tous ces choses ensemble, ça veut dire que son enfant qui n'est pas encore né peut naître avant terme et qu'il peut ne pas avoir le poids qu'il faut à la naissance. Et donc ça, c'est des choses qui vont avoir un impact sur les enfants plus tard dans la vie parce que l'accouchement avant terme et le poids à la naissance va impacter justement le développement ultérieur de l'enfant dans la petite enfance et par la suite. Donc voilà, c'est un enfant qui est déjà né avec programmé pour une trajectoire différente de celle des autres. Donc rappelons-vous qu'Anna continue à essayer de surmonter tous les stress auxquels et ceci va impacter son bébé parce que justement le stress va passer à l'enfant dans son ventre. Et donc, c'est des facteurs qui vont impacter l'enfant et va accroître les chances de naissance prématurée et les autres problèmes de post-naissance. Donc, en dépit de tout ça, Anna va mettre son bébé au monde et malheureusement, elle ne le fait pas dans des dans conditions de sécurité, dans des endroits où on ne lui apprend pas, par exemple, à donner le sein, à allaiter. Nous savons que ceci est très important. Donc,
Elle doit également s'assurer que son enfant va survivre et donc et de mettre l'enfant sur une trajectoire de succès parce que c'est des moments qui sont clés pour l'enfant à ce stade de l'enfance. C'est pour ça que je vais parler un peu de la science du cerveau. Notre cerveau, évidemment, nous avons des cellules dans notre cerveau et donc les neurones, comment elles sont connectées, elles sont interconnectées les uns aux autres, c'est ce qu'on appelle les synapses. Donc, ces synapses, celles qui sont utilisées très souvent, deviennent efficaces et deviennent permanentes. Si les synapses ne sont pas utilisées, qui ne sont pas activées, elles ne se développent pas, elles ne se forment même pas. Donc, ce que nous savons, c'est que pendant la petite enfance, ces synapses ou ces connexions, comme on les appelle, sont formées beaucoup plus rapidement qu'à aucun autre moment de la vie. Donc, ils ont estimé que entre 700 et 7000 connexions peuvent se faire toutes les secondes dans les premières années de l'enfant. Donc voilà, cette vitesse ne sera jamais atteinte par la suite de la vie. C'est pour ça que ces moments sont très, très importants. Rappelez-vous, regardez un peu le cerveau, essayez de voir le cerveau comme une maison qu'on construit. Nous devons commencer par avoir les fondations de cette maison. Il faut que les fondations soient solides pour que la structure plus complexe vienne se former là-dessus. Donc voilà, c'est exactement, il en est de même pour le cerveau. Nous avons besoin de ces connexions qui sont basiques, qui sont efficaces pour avoir d'autres connexions par la suite et qu'on puisse développer des compétences plus complexes par la suite. Donc, ces connexions ne se font pas, elles se font naturellement, bien sûr, mais elles ont besoin d'être activées. Il y a des informations qui doivent arriver au cerveau. La première, c'est une interaction responsive et une nutrition et l'alimentation. Donc, évidemment, l'alimentation est très importante pour tout le monde. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on appelle une interaction interactive, responsive? Donc, regardez le tennis, par exemple. Imaginez un jeu de tennis, on lance les balles, les joueurs se lancent les balles, donc les uns les autres. Donc, c'est un peu la même chose que ce qui se passe entre la maman et l'enfant. Une maman qui est sensible au problème de l'enfant, quand l'enfant commence à réagir, elle va lui réagir par rapport à cet enfant. Et donc, il y a une interaction entre la mère et l'enfant constamment. Donc, voilà, ça, c'est la première nutrition qu'on peut appeler du cerveau. Donc, voilà, parce que justement, quand la maman interagit avec l'enfant, eh bien, ça va développer, ça va activer ces neurones donc, qui vont devenir plus efficaces. Rappelez-vous que Anna est déprimée et qu'elle n'a pas pu régler ce problème de dépression. Donc, il y a moins de chances pour qu'elle interagisse avec son enfant, qu'elle lui parle. Et donc, cet enfant... Donc, ça, c'est la situation de beaucoup de femmes à travers le monde. Nous savons que les enfants qui vivent dans la pauvreté, donc 30 000 moins de connaissances, 30 000 moins de mots que les autres enfants. Donc, regardez toutes ces opportunités qui sont perdues parce que l'enfant n'apprend pas. Donc, voilà, ça, évidemment, nous savons également que l'importance de la nutrition, de l'alimentation, et évidemment, la nutrition vient par l'allaitement maternel. Il le faut. Donc, à travers l'alimentation, à travers l'allaitement, l'enfant a tout ce qu'il faut en termes d'aliments nutritifs. Donc, ça va les aider à combattre les maladies, ça va les immuniser contre certaines maladies, donc un processus d'immunisation qui va aider avant que même l'enfant ne soit vacciné. C'est aussi également une opportunité pour justement interagir avec l'enfant, entre l'enfant et la mère, à travers le toucher, à travers le contact. Et ces premiers moments sont également où les enfants sentent qu'ils sont en sécurité, un attachement de sécurité. C'est très important pour le développement émotionnel de l'enfant par la suite, ultérieure. Donc, quand la maman est déprimée, donc, il y a moins de chances pour qu'elle allaite l'enfant. Et donc, c'est le cas de plusieurs femmes à travers le monde. Nous savons que uniquement 40% des enfants dans moins de 6 mois sont allaités. Regardez encore ces opportunités qui sont perdues pour le développement de l'enfant. En dépit de donc, ce bébé, cet enfant, est exposé à du stress toxique auquel sa maman a été exposée. Et donc, le stress pendant la petite enfance, a deux impacts importants. Regardons comment ceci se passe. Une façon, c'est parce qu'une altération d'une réaction hormonale. Donc, quand vous êtes
vous avez peur quand il y a la cortisone et deux hormones qui sont émises par le corps, et c'est des hormones qui vont vous aider à confronter le danger ou à vous sauver de ce danger. Donc, ce qu'on appelle soit la réaction de combattre ou de se sauver. C'est important d'avoir ces deux réactions quand vous êtes en présence d'un danger. Mais quand le stress est tout le temps présent, et ça peut devenir une source qui va endommager le cerveau de l'enfant. Évidemment, les enfants sont très sensibles à ça. Donc, cette réponse au stress devient un problème et peut faire négatif. Donc, nous avons ce qu'on appelle un score pour les enfants sur comment réagir à ce stress. Et nous savons maintenant que les enfants qui ont un score plus élevé de stress peuvent souffrir plus tard de problèmes mentaux et même des problèmes métaboliques comme le diabète, par exemple, et ils auront plus enclins au suicide par la suite dans leur vie. Donc, il y a une deuxième façon dans laquelle le stress peut impacter l'enfant. Il y a quelques décennies de ça, nous pensions qu'on essaie avec du matériel génétique qui nous vient du père de la mère et que ceci ne va pas changer. Nous savons maintenant qu'il y a des changements qui peuvent provenir de l'environnement. C'est ce qu'on appelle NB Genetics. Et donc, c'est un mot un peu scientifique, mais c'est pour dire que le stress toxique peut affecter la façon dans laquelle notre ADN s'inscrit. Donc, nous savons que ceci est important pour le développement cognitif de l'enfant. Donc, le stress toxique peut vraiment aller sous la peau de l'enfant et peut changer la biologie de l'enfant. Et il n'y a pas de protection contre ça. Donc, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il arrive à l'âge de 3 ans. Anna, évidemment, on lui a dit qu'il faut qu'elle inscrive son enfant à l'école de préscolaire. Malheureusement, c'est trop loin de sa maison. Elle ne peut pas y aller. Rappelez-vous que Anna, évidemment, souffre de dépression. Donc, à la maison, elle ne parle pas beaucoup à l'enfant et elle n'a pas de livre à la maison. Donc, voilà, elle n'a pas interagi, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de jeu dans cette période de l'enfant. Et donc, c'est un danger donc pour lui, plus maintenant l'accès difficile au préscolaire. Voyons l'impact que ça peut avoir. Ça ne va pas impacter juste la vie de l'enfant à ce stade de la vie. Nous savons que c'est un enfant qui aura plus de chances soit de redoubler, soit de quitter l'école plus tard dans la vie. Il a moins de chances de bien travailler à l'école et il peut s'engager dans des comportements dangereux. Il va dépendre du welfare, de l'assistance sociale et en tant qu'adulte. Et donc, regardez toutes les opportunités qui sont perdues. Donc, voilà, ça, c'est un problème auquel beaucoup d'enfants sont confrontés à travers le monde. Nous savons que moins de la moitié des enfants entre 3 et 6 ans ont accès à l'école, à l'éducation primaire, et nous savons qu'ils ont très peu d'accès aux livres à la maison. Donc voilà, c'est une vie à risque et voilà à quoi ça ressemble. Et malheureusement, c'est l'histoire de 200 000 enfants qui ont moins de 5 ans et qui, nous savons, ne vont pas atteindre tout leur potentiel de développement. Ça, c'est quelque chose que nous savons. Nous avons des solutions à notre disposition et c'est là où je vais raconter la deuxième histoire. Je vous ai dit que vous allez vous raconter 2 histoires. Ça, c'est la deuxième où il y a plus d'espoir. Voilà, je vous présente Anna qui a 18 ans. Donc, motivée, intelligente. Elle est exposée à la pauvreté et au stress toxique. Mais il y a des choses qui sont différentes dans cette histoire de Anna. Elle a accès aux soins de santé mentale. Elle a accès à un bon enseignement secondaire. Elle va pouvoir achever ses études secondaires. Ensuite, elle va pouvoir avoir accès justement aux services de protection sociale qui vont lui demander au moins à être protégée de stress toxique. Et donc, le résultat de tout ça, c'est qu'elle va finir ses études secondaires, qu'elle va même trouver un emploi. Rappelez-vous de ce dont on va parler, de cette période de vulnérabilité où les fonctions exécutives se développent. À travers cette exposition à cet environnement, Anna a pu développer son jugement, travailler, faire plusieurs tâches, développer son cerveau, et pouvoir faire des choses qui sont nécessaires pour sa survie et son développement. Donc, Anna va établir justement une relation sécure avec son enfant, qu'elle va pouvoir choisir quand elle va pouvoir avoir un enfant. Donc, elle va avoir accès aux soins prénataux, qu'elle va avoir plus de chances, évidemment, d'arriver à terme, de bien mener sa grossesse.
elle va pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle de nutrition adéquate pour son enfant. Elle va pouvoir manger le fer et l'acide fluorique. Donc, le fer va pouvoir assurer que Anna ne va pas avoir l'anémie et l'acide fluorique va contribuer au développement adéquat de son enfant. Son enfant, déjà, a plus de chances de naître à terme et de pouvoir se développer par la suite de manière assez convenable. Donc, encore une fois, voilà, ces sources de stress, elles sont toujours là. Mais Anna, maintenant, elle a une relation sûre, elle a un emploi, elle est dans une communauté où elle se sent en sécurité. Et donc, elle va pouvoir se développer et protéger son enfant de pas mal de sources de stress. Donc, maintenant, elle a accouché dans une clinique en toute sécurité. On l'a aidée à allaiter, à apprendre à allaiter et à établir une relation justement d'allaitement avec son enfant. En allaitant son enfant, donc la trajectoire de cet allaitement est assez réussie. Son mari et elle vont continuer à travailler sur la dépression de l'enfant et justement dans cette dépression et à mieux s'occuper de l'enfant. Donc, quand on rappelle les connexions qu'il faut pour le développement mental du cerveau à travers l'allaitement, à travers la connexion, à travers l'interaction avec l'enfant, évidemment, on est dans une situation extrêmement différente. L'enfant grandit. Il a maintenant 1 an et il continue à avoir accès aux soins de santé. Ça veut dire que l'enfant a été immunisé, qu'il a été vacciné. Donc, il y a un suivi de développement de l'enfant, qu'il n'a pas de retard mental et donc qu'il y a une détection précoce des problèmes d'apprentissage s'il y en a. Et donc, on peut voir suivre l'enfant. Et évidemment, les maladies, il y a une prévention et un traitement des maladies dans le cas de cet enfant. Donc, l'enfant va continuer son développement. Il a maintenant l'âge de 3 ans. Il atteint l'âge de 3 ans. Anna et son partenaire ont trouvé une école préscolaire accessible et de qualité où ils vont pouvoir inscrire leur enfant. Et non seulement ça, mais à la maison, on continue à interagir avec l'enfant. Il y a des livres à la disponibilité de ces enfants, à la disposition de ces enfants. Et donc, ils vont pouvoir faire des connexions entre l'école, entre le préscolaire et ce qui se passe à la maison. L'enfant va se développer normalement. Les parents sont également engagés avec le préscolaire pour apprendre ce qu'est que la discipline positive. Et donc, ils vont pouvoir mieux s'occuper de leur enfant. Cet enfant va pouvoir apprendre plus dans l'école primaire, évidemment, que l'enfant dans l'histoire précédente. Mais parce que, évidemment, ça, c'est une période critique pour le développement social et intellectuel de l'enfant. Donc, la capacité à sociabiliser avec les autres, c'est quelque chose qui arrive à travers l'interaction avec les parents, mais aussi avec les camarades de classe. Et donc, c'est très important pour le développement émotionnel et social de l'enfant. Et l'enfant continue sa trajectoire. Donc, j'en arrive maintenant à passer à la deuxième partie de ma présentation. Donc, nous allons parler des pays maintenant. Donc, qu'est-ce que le deuxième pays a que n'a pas l'autre? Donc, c'est un pays qui a un système de développement de l'enfance qui est accessible et qui est adéquat et qui est à la portée de tous les enfants. Je voudrais maintenant je parlais de ma mère et père biologique, mais nous savons que les soignants, de l'enfant, ceux qui s'occupent de l'enfance, ça peut être pas nécessairement les parents biologiques. Donc, quand on regarde la littérature, justement, on va voir quel est l'impact de le soin parental sur les enfants. Nous voyons qu'il y a très, très attention aux autres personnes qui vont s'occuper de l'enfant en dehors des parents. Évidemment, c'est très important parce que les enfants, maintenant, on a recours de plus en plus à d'autres personnes pour s'occuper des enfants. Regardons un peu le système et comment il se présente. Évidemment, je ne peux pas vous dire tout ce que vous devez savoir, mais évidemment, je ne fais qu'introduire ce sujet sur lequel on va travailler plus tard dans la journée. Donc, voilà. Donc, comme un temple grec dont nous avons besoin de fondation également parce que nous devons élever quelque chose sur cette structure. Ça, c'est le développement de l'enfant. Donc, je vais regarder les différents niveaux. Donc un environnement qui est propice. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on appelle un environnement
propice dans un pays, il faudrait avoir une volonté politique, un engagement. Nous devons également respecter, prendre en compte les droits de l'enfant, un environnement qui est propice à ce développement. Tout ceci doit être avoir un ancrage dans cette base. Évidemment, il y a un cadre international pour le développement de l'enfant également. C'est un autre facteur qui peut attirer plus de ressources et des options pour pouvoir mettre des activités en œuvre. Donc, un environnement favorable, c'est se peut trouver au niveau politique national, subnational, la cohérence de ces programmes, de ces politiques et la durabilité de ces programmes pour s'assurer que toutes les phases de développement de l'enfant, que l'enfant ait le soutien qu'il faut à tous les stades de sa vie. Nous avons étudié ces systèmes dans plus de 50 pays. Nous avons vu que certains qui marchent bien, je vais vous en parler. Quand il y a cohérence, quand il y a consistance. La consistance, évidemment, la durabilité, c'est comment avoir des politiques qui se tiennent et ces mécanismes qui vraiment vont pouvoir amener à la coordination. Il y a des bons exemples qui existent. Un des meilleurs exemples que nous avons trouvé, c'est le pays, la Colombie, où ils ont développé une politique qui est vraiment ancrée dans le principe d'un développement holistique de l'enfant et qu'il y a des mécanismes qui existent du niveau national, qui vont du niveau national jusqu'au niveau local. Donc, il y a de bons exemples qui existent. La deuxième partie, c'est la gouvernance. La gouvernance, c'est la détermination des rôles et des responsabilités des différentes parties prenantes. Et la finance, évidemment, le financement pour mettre en œuvre tous ces programmes. Donc, nous avons regardé ça dans 10 pays, plus de 10 pays. Nous avons regardé la gouvernance et la finance et nous avons vu ce phénomène dans un peu partout où on a été. Là où on va retrouver le goulot d'étranglement, c'est tout ce qui a trait à la gouvernance locale. La nécessité de travailler sur la reddition des comptes, la capacité institutionnelle et l'autonomie qu'il faudrait donner aux gouvernements locaux pour essayer donc de s'assurer de la mise en place et l'application de ces politiques. Donc, on ne peut sous-estimer l'importance de la gouvernance locale. On passe maintenant au pilier suivant, donc tout ce qui a trait à l'accès à l'assistance sociale, aux services de santé, quand on parle des éducateurs et éducatrices au niveau du préscolaire, car le mot norme ou standard veut dire que ça doit être la même chose pour chaque enfant. Mais les meilleures normes sont celles où on va trouver, bien sûr, une marge assez suffisante pour l'adaptation, pour s'assurer que ce qui va être mis en place va aller de soi avec les particularités, les spécificités de l'enfant. Donc, il faut que ce soit spécifique, mais surtout fluide, flexible et adaptable. Il faudrait aussi s'assurer que ce sont là des normes applicables parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de normes, il y a beaucoup de papiers, beaucoup de documents, donc des piles de documents qu'on va trouver entassés donc sur des bureaux pleins de poussière, que ce soit au niveau des écoles ou au niveau des institutions compétentes. Nous avons donc besoin de mécanismes de reddition de comptes, pas uniquement pour la supervision, mais aussi pour essayer de soutenir les éducateurs et éducatrices, mais aussi les enseignants au niveau de l'école en général, au préscolaire en particulier, que ce soit pour les praticiens de la santé, les assistants sociaux, les infirmiers, les médecins. Donc, pour toute cette pléthore de parties intervenantes, nous avons besoin de formation. Formation en amont comme en aval, mais aussi essayer d'interagir avec les familles et au moment où il y a ces prestataires de services sont en train de travailler, d'œuvrer pour offrir des services de compétences, pour qu'il y ait bien sûr des compétences, un accès équitable, mais aussi des formations pertinente et aussi la formation continue, l'accompagnement et l'innovation. Je vais donc essayer de vous parler donc de certaines innovations que nous avons mises en place. Il y a 2 années de cela, avec l'université de Harvard et une autre université, donc nous avons travaillé sur les femmes rurales au Pakistan, des femmes âgées entre 18 et 25 ans, tout comme Anna, notre modèle ou notre prototype, donc pour essayer de voir comment est-ce que le préscolaire
est aménagée au sein des villages du Pakistan. Donc, c'est des femmes qui ont été accompagnées. Donc, on a essayé de faire une expérimentation randomisée pour essayer de voir le devenir de ces enfants après 9 mois de l'écoulement du programme. C'est ainsi que nous avons vu que ces enfants avaient de meilleurs résultats, de meilleurs scores en matière de développement. Donc, on n'avait pas un groupe contrôlé randomisé pour les jeunes, mais il y avait plusieurs indicateurs quant à l'amélioration de leurs aspirations professionnelles, mais aussi leur autonomisation et leur fonction exécutive. Imaginez toutes les opportunités qui s'offrent quand on fait un travail intergénérationnel durant cette phase fort critique de la vie de l'individu. Donc, c'est une expérience qui est devenue un modèle, cette expérience qu'on a menée parmi les femmes rurales au Pakistan. Il n'y a pas une seule chose que j'ai mentionnée aujourd'hui en termes de services où la qualité ne se trouve pas au cœur des mécanismes à mettre en place pour les jardins d'enfants qui ne sont pas de bonne qualité, qui n'offrent pas des services de qualité. Ils peuvent nuire à l'enfant plutôt qu'aider dans son développement et son épanouissement. Je vais parler maintenant de ces préscolaires et du paramètre qualité. Quand on parle qualité, on parle de structure et de processus. La structure de la qualité s'articule autour donc de structures, que ce soit pour le volume de jouets, le nombre de livres, d'histoires, le fait d'utiliser des choses qui ne vont pas nuire à la sécurité de l'enfant, mais aussi c'est de voir l'interaction parmi les pairs, les camarades, mais aussi les enseignants, tout ce qui va donc façonner l'expérience de ces enfants. Donc une qualité qui n'est pas évaluer, ou du moins pas de la même façon que l'on évalue la qualité structurelle. Ces indicateurs de qualité, donc transférés au niveau de l'école, mais aussi parmi les familles à l'échelle communautaire, parce que ces familles n'existent pas dans le vide, ce sont des familles qui vivent dans des communautés. C'est ainsi que nous avons essayé d'adapter des mesures pour essayer d'évaluer, bien sûr, la structure, le processus en tant que paramètre qui définissent et déterminent cette qualité, et ce, en soulevant les bonnes questions, en utilisant les preuves et les résultats pour améliorer le processus. Dernier pilier, c'est l'engagement des familles et de la communauté. Et je me rappelle d'un des meilleurs programmes que j'ai vu dans le monde, celui qui se penche sur la réalité de la vie de ces enfants, qui prend en considération justement ce paramètre pour évaluer la qualité de ces programmes. Nous venons de terminer une étude randomisée sur un programme qu'on appelle le programme MOSAC, qui a démarré il y a des années de cela par une fondation turque qui s'appelle la fondation ASEF. Nous avons travaillé au Liban, nous avons soulevé plusieurs questions se rapportant au devenir des mamans. En aval, après que ce programme ait été finalisé, que ce soit pour les mamans syriennes, les mamans libanaises. Donc, on a pu voir qu'il y a eu des améliorations quantitatives quant à la souffrance que vivaient ces mamans. Nous avons aussi pu voir que ces mamans avaient arrêté d'inculquer à leurs enfants des mesures disciplinaires trop dures. C'est ainsi que ceci revêt une importance majeure quant à l'éducation même que l'on fournit aux parents. Donc, j'ai essayé de dresser un tableau assez général de tous ces items, pour vous montrer qu'il existe des relations intrinsèques entre ces diverses composantes et éléments que j'ai utilisés pour étayer ma présentation. Pour revenir au développement de la petite enfance, son importance, je suis là en train de faire un récapitulatif, le fait que c'est un concept multidimensionnel interconnecté à étapes multiples. Je vous ai raconté l'itinéraire, l'histoire d'une vie pleine de risques, mais aussi d'une vie pleine d'opportunités. Je vous ai dressé les deux prototypes ensemble et
les divers points d'entrée à adopter pour améliorer le processus. Et c'est là donc la courbe Heckman qui lui a valu le prix Nobel, où on voit que le taux d'investissement dans le capital humain. Donc, on va voir que le taux de réussite et l'impact sur la vie de l'enfant donc va paraître très tôt dans les étapes précoces de la vie. En termes de prévention de délinquance, meilleur développement cognitif, meilleure chance pour pouvoir accéder au marché du travail et beaucoup plus de bonheur pour les citoyens, car le bonheur est très important dans la vie des individus. Et aussi le développement durable. Donc, nous avons une composante qui est d'une importance cruciale. Donc, encore et encore, il faut miser sur la jeune enfance, comme nous l'avons démontré aujourd'hui. Nous avons un objectif, donc l'objectif 4. Donc, en 2030, tous les garçons et filles se doivent d'avoir les mêmes chances pour accéder au préscolaire. Et c'est là un des objectifs du développement durable que l'on se doit donc de réaliser. Donc, c'est ainsi que le développement ou le cadre général du développement inclut le préscolaire et l'investissement dans la petite enfance comme des pierres angulaires dans ce cadre. Et c'est ici la voie vers la paix et la justice, ce qui nous ramène à l'objectif 6 des ODD. La voie vers la paix et la justice ne saurait se faire sans cet investissement donc, dans cette petite enfance. Avec le consortium en faveur de la petite enfance, nous essayons de publier toute cette littérature pour rappeler que pour contrer la violence et pour consacrer la paix commence par la petite enfance. Je vous invite à joindre ce mouvement, un mouvement qui ne fait que grandir et s'épanouir et où nous croyons fermement que l'investissement dans le développement de la petite enfance est d'une importance cruciale. Je vous remercie de votre invitation. Ça a toujours été pour moi un rêve que de pouvoir venir au Maroc. Le rêve s'est réalisé. J'espère pouvoir revenir au Maroc encore une fois. Merci de votre écoute. Avant de partir, j'aimerais vous expliquer donc cette photo. Donc, mon mari et moi avons pris cette photo la semaine dernière. C'est mon fils qui a 5 ans et celui qui a 2 ans. Donc, main dans la main, ils vont partir vers le jardin d'enfants. Et c'est le bonheur que j'espère chaque enfant marocain, chaque famille au Maroc, mais aussi dans le monde, pourra connaître en envoyant sa progéniture au jardin d'enfants pour faire un préscolaire de qualité. Je vous remercie de votre écoute. Madame Angelica Pongutta, merci beaucoup. Thank you very much for a very complete and exhaustive